Ça y est. Ça y est. Eh bien, bonjour, bienvenue à ce nouveau webinar. Ce matin, on consacre un webinar à la Ligue contre le cancer et notamment à la prévention de la maladie en entreprise. Donc, ce matin, j'ai Jessica qui est avec moi, Jessica qui est co-directrice de la rédaction de Meyer Ashline qui va animer ce webinar. Oui. Et puis, on reçoit Lucille et Eliane. Eliane, je vous laisse vous présenter. Oui, eh bien, je suis coordinatrice du service coaching retour à l'emploi, qui est une spécificité du comité de la Ligue à Paris. Et je vous en dirai un petit peu plus après. Et j'ai un parcours sinon avant de ressources humaines en entreprise, bien sûr. Et moi, c'est Lucille, je suis chargée de communication et d'aide aux malades. Donc, je coordonne les soins de support du comité de Paris pour les patients qui sont en cours de traitement, en rémission, mais également pour les proches. Super, merci. Ça marche. Jessica, je te laisse la parole. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, pour ce webinaire, on va parler de mieux comprendre le cancer et ses effets pour faciliter le retour au travail des salariés. Donc, avec nous, les deux intervenantes de la Ligue contre le cancer. La Ligue contre le cancer, donc, en quelques mots, donc c'est une association que tout le monde connaît. C'est 104 comités en France métropolitaine et en Outre-mer. 549 000 adhérents selon le dernier rapport d'activité. C'est ça, celui de 2023 n'est pas encore sorti. Et 11 500 donc, bénévoles réguliers. Donc les actions de la Ligue contre le cancer, elles s'orientent autour de 4 missions. Donc la recherche, puisque la Ligue est le premier financeur non gouvernemental en France, l'accompagnement des malades et de leurs proches, et la prévention et la promotion des dépistages, ainsi que tous les sujets de société et politique de santé. Donc, pour mieux comprendre le cancer et ses effets et faciliter le retour au travail, nous recevons donc aujourd'hui Eliane et Lucille pour nous expliquer ce qu'est le cancer aujourd'hui, les effets de la maladie et des traitements, ainsi que les étapes vécues par les personnes et les différentes actions de la Ligue contre le cancer auprès des entreprises et des employeurs pour mieux accompagner donc, le retour à l'emploi des collaborateurs touchés. Lucille, c'est vous qui prenez la parole pour présenter le cancer. Merci Jessica pour cette introduction. Donc, qu'est-ce que le cancer? Parce que finalement, c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. En fait, le cancer, c'est une multiplication anarchique de cellules anormales. Donc, en fait, des cellules saines qui vont venir s'auto-attaquer et qui peuvent s'immiscer, migrer dans différents organes pour nous donner notamment naissance à des métastases. Tous les organes peuvent être touchés, ce qui fait la difficulté de traiter cette maladie. Donc aujourd'hui, en France, les derniers chiffres que nous avons qui nous viennent de l'INCa, l'Institut national du cancer, en 2018, il y a eu 382 000 nouveaux cas de cancer, avec un petit peu plus d'hommes de touchés que de femmes. Il faut savoir que l'âge médian au moment du diagnostic est de 68 ans chez les femmes et 68 ans chez les hommes, et 67 ans chez les femmes. Concernant les principaux cancers, comme vous le savez certainement, le cancer qui touche le plus les femmes, c'est le cancer du sein, bien ensuite le cancer colorectal et le cancer du poumon. Et concernant les cancers chez les hommes, il s'agit dans un premier temps du cancer de la prostate, puis ensuite du cancer du poumon et du cancer colorectal. Donc, comme vous le voyez, finalement, les cancers qui touchent le plus de Français et de Françaises restent le cancer colorectal et le cancer du poumon. Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 3,8 millions de Français qui ont été un jour touchés par un cancer, ce qui représente quand même 5,7% de la population, ce qui est tout de même très important, avec un peu plus de femmes touchées que d'hommes. Donc, il est important de se saisir de ce sujet, notamment en entreprise.
Concernant les facteurs de risque, je pense qu'aujourd'hui, vous en connaissez quand même beaucoup. Le premier facteur de risque est le tabac, à quasiment 20%. Ensuite vient l'alcool. Ça, c'est un facteur de risque qui est un petit peu moins connu. Et en France, on sait que c'est un peu compliqué de parler de l'alcool. Ensuite vient l'alimentation, bien sûr, au même titre que le surpoids. Et puis après, on va avoir tout ce qui est finalement style de vie, rayonnement des UV, la sédentarité avec le manque d'activité physique et sportive, certains cancers professionnels avec par exemple des radiations, certaines infections aussi qui peuvent toucher les cancers. Toucher des personnes, pardon. Et concernant la deuxième partie, je vais laisser la parole à Eliane. Alors, nous, au coaching retour à l'emploi, on s'intéresse aux personnes qui ont terminé leur traitement. Mais en fait, d'avoir terminé le traitement, ça ne veut pas dire qu'on a terminé avec tous les troubles possibles. Il faut savoir qu'il y a des répercussions. Le corps a été malmené. Il a subi des interventions ou des traitements difficiles et lourds. Donc, on peut se retrouver, pas systématiquement, mais enfin quand même, il y a quand même des constantes autour de difficultés en termes de capacité physique, en fonction de la chirurgie qui a pu être faite, etc., une fatigue musculaire. Au niveau cognitif, assez classiquement, des problèmes de concentration, de mémoire, d'agilité intellectuelle, on va dire, qui reviennent, mais il faut savoir que ça fait partie des effets secondaires. Et puis, psychologique, du coup, quand son corps a été aussi malmené et qu'on a ces difficultés-là en plus, eh bien, il y a une perte de confiance en soi. Il y a une peur constante de la récidive, surtout au démarrage, parce qu'il faut attendre un certain temps pour être un peu rassuré. Peur du regard des autres, tout le monde a peur du cancer, donc ça fait peur aussi aux autres. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans ma vie, quoi, en fait, c'est ça les questions qui se posent. Donc, en fait, nous, en coaching retour à l'emploi et avec la Ligue contre le cancer, et on va vous parler, Lucie, juste après, et nous, on connaît bien en fait ce qui se passe et on est présent à tous les moments. C'est-à-dire au moment de l'annonce du diagnostic, il faut savoir que c'est un choc physique et psychologique très important. Les mots qui sont utilisés sont des mots très très forts. Si on me parle de naufrage, on me parle de tremblement de terre, enfin c'est des choses, c'est énorme, c'est vécu de manière énorme. Les traitements, atteinte de l'intégrité corporelle, la souffrance, il y a des douleurs, il y a de la douleur, il y a de l'inquiétude, il y a du stress. Et puis après les traitements, les difficultés pour en finir avec la maladie. Il y a la période de convalescence à laquelle on fait bien attention aussi, c'est-à-dire après les traitements et avant la reprise d'une activité, on se retrouve un peu tout seul dans son salon, on n'a plus forcément les mêmes contacts non plus qu'avant. Et donc ça, c'est une période tout à fait délicate avant de reprendre le travail. Donc c'est parti la fin de la maladie et retour à la santé. Il faut, pendant cette période-là, on a aussi toute la période où en fait le corps a besoin de se remettre, de se relancer, d'évacuer tous les traitements et de revenir à quelque chose de plus normal, on va dire. Il y a une partie convalescence qui est extrêmement importante, oui, qu'il est important de ne pas négliger, parce que c'est pas parce que les traitements sont terminés que l'on est en rémission. Ce sont deux choses totalement différentes. Et effectivement, après cette phase de traitement, il y a cette phase d'après-traitement. On n'est pas encore en capacité de reprendre une activité professionnelle parce que le corps, comme vous le dites, il a encore besoin de se reposer, les traitements continuent à faire effet. Et donc, c'est une période qui est importante de convalescence, où on peut se poser un certain nombre de questions et où peut intervenir justement un service de coaching d'aide de retour à l'emploi, parce que c'est une période où on se questionne sur son avenir professionnel lorsque l'on est en activité, bien sûr. Et donc, c'est une période de grande anxiété où il y a de nombreux questionnements. On a aussi les soins supports qu'on peut apporter, bien entendu. Oui, tout au long du traitement. Mais même à la fin aussi, parce que c'est là aussi, on est aussi peut-être un peu plus en forme pour faire des activités physiques ou autres. Mais voilà, comme l'a dit Lucille, c'est une période vraiment très très délicate et parfois difficile à comprendre par l'entourage qui peuvent dire c'est bon, maintenant t'as fini.
Et ça y est, c'est passé. Pardon. L'entourage peut se dire, bon, bah, ça y est, c'est passé, Oui. c'est derrière toi et tu peux reprendre comme avant, quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire la fin des traitements n'est pas la fin des soucis que la personne vit, en fait, hein, dans son corps et dans sa tête. Donc, on peut. Alors, je repasse la parole à Lucille. Donc, comme l'a introduit Eliane, effectivement, pour cela, nous avons un certain nombre d'activités que nous proposons dans un premier temps à destination des entreprises. Puisque aujourd'hui, le cancer est un sujet social et sociétal, il est extrêmement important que les entreprises se saisissent de ce sujet. Il faut savoir aujourd'hui que chaque jour, il y a 1000 personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer. Sur ces 1000 personnes, il y en a 400 qui sont en activité professionnelle. Il est donc important que les entreprises soient sensibilisées au maintien et au retour à l'emploi de leurs collaborateurs à la suite d'un cancer. Donc pour ça, nous avons développé un programme qui s'appelle Ligue Entreprise, qui intervient sur deux sujets. Un premier sujet qui est celui de la prévention et de la promotion des dépistages, avec par exemple des campagnes comme Octobre Rose, qui est le mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein, mais également au mois sans tabac en novembre, ou encore au mois de mars avec le Mars Bleu, qui est le mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal. Donc, il est important que les entreprises puissent informer et organiser des interventions de sensibilisation auprès de leurs collaborateurs. Et il y a également un deuxième volet sur lequel nous intervenons avec Eliane notamment aujourd'hui. Ce deuxième volet, c'est celui du maintien et du retour à l'emploi. Et donc là, nous proposons des interventions de sensibilisation auprès des collaborateurs, mais également des managers, pour les sensibiliser au retour à l'emploi. Comment est-ce que je m'y prends? Quels sont les dispositifs qui existent pour préparer au mieux le retour à l'emploi d'une personne qui a eu un cancer? Et en parallèle de ça, parce que là, on est vraiment à destination des entreprises, en parallèle de ça, nous avons un service de coaching de retour à l'emploi. Donc, concernant Ligue Entreprise, donc comme je vous le disais, je vous ai un petit peu spoilé effectivement, donc nous avons des actions de prévention et de promotion des dépistages, donc avec systématiquement des animations qui se veulent ludiques, interactives pour attirer les collaborateurs. Donc, avec, par exemple, là sur la photo, vous avez une animation au vélo smoothie. En fait, c'est un vélo qui est fixe, sur lequel, sur le devant, vous avez un mixeur qui a été placé et qui va se mettre en fonctionnement lorsque vous pédalez. L'objectif, c'est de sensibiliser à une bonne alimentation, mais également à l'activité physique et sportive. Donc, vous pouvez avoir sur un atelier plusieurs sujets d'aborder. Donc, l'alimentation qui attire toujours l'œil parce que c'est quelque chose que l'on connaît assez peu en termes d'intervention. Ça peut également être un buste d'auto-examen des seins pour sensibiliser à l'auto-examen et l'autosurveillance en parallèle d'un suivi gynécologique pour les femmes. Ça peut également être un casque de réalité virtuelle pour sensibiliser au cancer colorectal. Voilà, on essaye vraiment de s'approprier des outils qui peuvent parler au plus grand nombre, tout en faisant en sorte de ne pas dramatiser à la fois le dépistage et le cancer, parce que l'idée, ce n'est pas de faire peur, mais de sensibiliser avec des outils qui parlent à tous et qui sont aussi utiles dans les informations que l'on donne. Et concernant le retour à l'emploi, nous avons également plusieurs activités. Nous proposons un jeu dont vous avez une image sur ce PowerPoint, d'un jeu qui s'appelle Cancer et emploi. Et si on en parlait? En fait, c'est comme un jeu de loi, donc avec 16 questions qui sont réparties en 3 temps. Le moment de l'annonce de la maladie, le moment des traitements, la convalescence, et enfin le moment du retour à l'emploi. Et à travers ces 16 questions, vous pouvez vous mettre à la place d'un collaborateur au moment où il apprend son cancer, avec les différents questionnements qu'il peut avoir, à la fois lui en tant que salarié d'une entreprise, mais également du point de vue de son manager. Vous avez aussi des questions factuelles sur le cancer, et enfin vous avez des maladresses à éviter. Donc c'est un jeu qui se veut interactif, puisque plus il y a de participants, mieux c'est. Ça permet d'avoir des échanges extrêmement intéressants quand il y a des personnes qui viennent de services différents. Et c'est un jeu que nous déployons en présentiel et en distanciel.
Nous avons également une formation des managers pour les accompagner dans le retour à l'emploi d'un de leurs collaborateurs atteints de cancer. Et enfin, nous avons une conférence, donc comme celle que nous animons aujourd'hui grâce à MyRHline, sur le thème cancer et travail. L'objectif étant de vous présenter les dispositifs mis en place par la Ligue contre le cancer. Et donc, je reprends la parole. Tout à l'heure, on a parlé des 3 grandes étapes, l'annonce du diagnostic. Alors, au-delà de ce que peut ressentir la personne, se posent déjà les premières questions, c'est-à-dire, est-ce que je dois, par rapport à l'entreprise, est-ce que je dois l'annoncer rapidement ou bien pas? Est-ce que je ne dis rien? Tout est un peu possible. Alors, ok, je vais le dire, mais je vais le dire plus tard, en fait, parce que là, je m'occupe de moi. Et puis, pendant les traitements, est-ce que finalement, je me mets en arrêt maladie ou finalement, c'est bien aussi pour moi de continuer mon job et voilà. Donc, après, les médecins se prononcent évidemment, mais enfin, parfois, il y a aussi des salariés qui souhaitent ne rien dire et qui jouent un peu avec l'agenda pour suivre leur traitement. Et puis, pardon, ça dépend du traitement, oui, ça dépend du traitement. Ouais. Et puis, quid de la reprise? Comment ça va se passer? Et puis, l'après-traitement, bien, il s'agit de tourner la page de la maladie, réfléchir, nouvelle vision de la vie, mais aussi des craintes, des incertitudes, comme je le disais tout à l'heure, une certaine perte de confiance en soi, peut-être pas dans la vie encore, mais enfin bon, la vie peut nous faire des surprises et donc ça, c'est des choses aussi philosophiquement qui sont aussi à intégrer. Et puis une certaine forme de recherche d'équilibre de vie qui ne correspond pas à l'équilibre vie de travail, vie privée, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça et donc ma vie, il faut que j'y réfléchisse en fait, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, notre cerveau. Alors, les dispositifs, vous avez bien compris, il n'y a que des ressources humaines autour de la table de ce webinaire, donc vous les connaissez. Donc, juste un rappel, hein, il existe le rendez-vous de liaison qui est assez récent, hein, qui permet d'avoir un échange avec le salarié qui a été absent et de voir avec lui. La prévisite de reprise qui peut être à la fois demandée par le salarié directement et évidemment par l'entreprise. La visite de reprise, ça on la connaît, elle existe depuis toujours. Et puis les différentes formules de temps partiel thérapeutique avec un pourcentage de temps à définir avec le médecin traitant, le médecin du travail, etc. Et puis ce qu'on appelle la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, la RQTH. Il y a un certain nombre de personnes qui, après la maladie de cancer, bénéficient d'une reconnaissance de ce type de handicap, handicap au sens large, et avec un certain nombre de dispositions qui peuvent toucher à l'ergonomie du poste de travail, en l'occurrence par rapport à l'entreprise. C'est beaucoup ça qui peut jouer et qui peut tenir aussi sur la durée du travail. Voilà. Nous avons une question dans le chat de Sigrid qui demande si le rendez-vous de liaison est obligatoire. Il n'est pas décrit comme obligatoire, il est vivement recommandé parce que la durée des traitements peut être plus ou moins longue et c'est important de rester en contact en fait et de voir où on en est. Donc ça, c'est assez récent, ça date de l'année dernière, je crois à peu près, la mise en place du rendez-vous de liaison. Voilà. Sigrid, est-ce que ça répond à votre question? Merci. Je n'ai pas entendu la réponse. Ah, mais voilà, d'accord. Alors, au-delà de 30 jours, de toute façon, au-delà de 30 jours, c'est le rendez-vous de reprise qui est obligatoire. Le rendez-vous de liaison, ça peut être, c'est indépendant en fait de la durée. Alors, maintenir le lien, quand on est dans l'entreprise, comment ça se passe? On ne sait pas trop comment faire. Nous, nos préconisations, c'est de dire d'abord ne pas rester dans le silence. Parfois, comme on ne sait pas dire les choses et que de l'autre côté, on ne sait pas trop s'il faut en parler, parfois il y a un silence qui s'installe. Ce n'est pas très bon, il vaut mieux ne pas rester dans le silence et trouver des formules de contact et d'échange. Alors, très souvent, les collègues sont assez présents
Ils envoient des messages de soutien, d'affection pendant l'arrêt. Il y en a qui me disent, bah oui, il y a un déjeuner qui a été organisé tous les mois et je suis invitée, ça permet de savoir où on en est, etc. Ça se fait entre collègues, donc ça c'est évidemment excellent. Et au moment du retour lui-même, d'anticiper ce retour, de faire un mail d'accueil, on me dit aussi, bah en fait, je ne m'y attendais pas, je pensais que ça serait difficile, mais en fait, il y a eu un petit déjeuner qui a été organisé et puis il y avait un bouquet de fleurs sur mon bureau. Voilà, vraiment des attentions de ce type font tomber les peurs. Et puis, bah, des paroles. Je suis heureux de vous voir revenir. C'est voilà. Après, on est vraiment dans le contact et dans l'humanité de base. Donc, j'ai ajouté, proposé de venir à des moments de convivialité au-delà de ce que je vous racontais là. Bon, peut-être aussi s'il y a des événements au niveau de l'entreprise, si la personne accepte, est intéressée. De même, si la personne est intéressée pour suivre ce qui se passe à travers les comptes rendus, etc., le lui proposer, mais ne pas l'imposer du tout. Elle n'est pas en travail. Mais par contre, ça peut être intéressant pour elle de suivre. Et en fait, tout simplement, à travers l'échange, faire le point de ce petit à petit, de ce qui convient bien et de ce qui permet d'avancer des deux côtés, aussi bien du point de vue de l'entreprise pour être tout à fait à l'aise avec l'organisation de la reprise, et pour le salarié de se savoir pas oublié et reconnu et accompagné. Alors, le coaching retour à l'emploi, c'est un coaching équivalent au coaching professionnel en entreprise. En tout cas, dans la forme, dans le processus, on signe un contrat tripartite entre le salarié, en l'occurrence le coaché puis la Ligue contre le cancer. Il y a un objectif qui est défini par la personne elle-même, après nos échanges, etc. Et puis, on a ce protocole qui est complètement comparable, 6 à 7 séances de coaching qui ont une durée équivalente entre 1h30 et 2 heures, avec un calendrier qui est défini petit à petit entre le coach et le coaché. L'ensemble, et pour que ce soit efficace, tout ça doit avoir un début et une fin, vous le savez. Donc, nous, on s'est défini une période de 6 mois entre le début et la fin pour vraiment avancer sur le travail qu'a souhaité suivre le coaching. Voilà. Donc, on complémente ces coachings qui sont forcément individuels et complètement confidentiels, et évidemment qu'on n'a aucun lien avec l'employeur. C'est vraiment une relation à deux. On organise des ateliers collectifs chaque mois. Et là, c'est tout l'intérêt, c'est que justement, c'est pas individuel par définition, c'est collectif. Et donc là, les personnes se retrouvent, toutes les personnes qui sont en cours de coaching ou qui l'ont été les dernières années, peuvent se retrouver autour des thèmes qui les intéressent. Par exemple, on a eu justement un atelier sur la convalescence. Et donc là, les personnes peuvent il y en a qui me disent, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir tous ces problèmes-là. Oui, non, tout le monde échange et tout le monde se retrouve déjà dans une communauté de compréhension. Là, en janvier, on va lancer deux ateliers, dont un que j'anime d'ailleurs, sur la prise de parole en public. C'est histoire de retrouver une certaine forme d'estime de soi à travers, alors là, en l'occurrence, c'est léger, à travers des tas de jeux, plus ou moins de prise de parole, de théâtre, de tout ce qu'on veut, pendant 2 matinées. Et là aussi, en général, ça aide beaucoup à retrouver une certaine confiance en soi, une certaine légèreté. Et un autre qui va être autour de comment bien négocier soit mon retour, soit ma mobilité, etc. avec mon employeur. Donc là, c'est une autre forme. On a un autre atelier qui va se faire et qui se fait 1 ou 2 fois par an, qui est là complètement dédié à la partie. Ça, c'est pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Travail sur le CV, travail sur les entretiens de simulation, voilà. Ça se fait aussi. Voilà, c'est quelques exemples, mais ce n'est pas. C'est pour vous montrer que les parties ateliers collectifs sont très importants, parce que là, les gens se retrouvent, et puis ça a aussi le mérite de casser l'isolement dans lequel on peut pas mal se retrouver à l'issue des traitements. Et puis enfin, les séances. Je vais me permettre d'intervenir. Je veux couper, il y a un point qui me dérange dans
dans le cheminement, il y a un gros trou dans la raquette. C'est qu'en fait, le coaching retour à l'emploi, il est très bien. Et c'est très bien d'avoir des personnes qui viennent vous accompagner. Par contre, quand on s'absente pendant 6, 7, 8, 9 mois de l'entreprise, en général, que ce soit pour une maladie ou que ce soit pour un congé maternité, quand on revient, en fait, on a l'impression d'arriver dans une nouvelle entreprise et de plus du tout avoir ses repères parce que l'entreprise, elle, n'a pas joué le jeu pendant votre période d'absence de continuer à vous informer de ses évolutions. Donc, je pense qu'un des prérequis, et moi, ce que je dirais au niveau de la fonction RH, aujourd'hui, par exemple, on dit, il y a beaucoup de RH qui disent « Ah, quand je recrute un candidat, il signe son contrat et puis au bout de 3 mois, on l'attend et puis il ne vient pas. » Ok, il ne vient pas parce que tout simplement, pendant 3 mois, on n'a plus donné signe de vie du côté de l'entreprise. Et le candidat, il a eu autre chose à penser, il a eu le temps de cogiter. Quand on a une absence de longue durée en entreprise, c'est un peu le même parallèle. On s'en va de l'entreprise, il y a éventuellement des collègues qui vont prendre des nouvelles, mais en général, le manager, la direction, etc. ne s'y intéresse pas, puisqu'ils considèrent que c'est un élément qui ne fait plus partie de l'entreprise pendant cette période. Et du coup, on ne s'y intéresse pas et puis on ne lui envoie plus d'informations concernant l'entreprise. Donc, je pense que l'entreprise pourrait continuer pendant cette période à prendre des nouvelles d'une part, mais aussi continuer à envoyer des informations, alors pas de travail, mais ne serait-ce que sur la vie de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a décidé de, je ne sais pas, de créer un nouveau produit? Est-ce qu'on a recruté des personnes? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de l'organisation? Quelle est la stratégie? Pour que la personne puisse continuer pendant cette période quand même, si elle a envie évidemment, mais qu'elle ait à disposition des contenus qui lui permettent de continuer à voir ce qui se passe dans l'entreprise. Et tout simplement le fait que l'entreprise continue à lui pousser, je pense que ça montrerait quelque part un intérêt de l'entreprise à continuer quelque part à envoyer de l'information aux personnes qui sont quelque part sorties de l'entreprise pendant une période donnée. Donc je pense que le jeu doit se faire des deux côtés. Je pense que l'entreprise aujourd'hui peut le faire très facilement au regard de tous les outils digitaux qui sont à la disposition des entreprises. Merci complètement pour ce volet qui est évidemment fondamental. C'est quelque chose aussi que les personnes ressentent très fortement, à savoir s'il y a eu coupure ou pas, s'il y a eu ce lien. Le plus important, c'est de maintenir le lien et effectivement, avec le lien qui est un lien professionnel, avec des informations professionnelles, c'est-à-dire toujours faire partie de l'équipe. On est juste en suspension pendant cette période. Je reviens juste compléter sur les séances individuelles de sophrologie qui apparaissent là à l'écran, qui sont proposées aussi à toutes les personnes qui sont en cours de coaching, c'est lié un peu au coaching. Et là, c'est de se préparer aussi d'une autre manière, c'est-à-dire par la relaxation. Il y a beaucoup de problèmes de sommeil, donc la sophrologie est très efficace par rapport au sommeil, relaxation, etc. Donc voilà ce qu'on fait en retour à l'emploi. Alors, oui, en tant qu'entreprise, je m'adresse aux personnes là qui représentent des entreprises, c'est essentiel, votre position et votre posture est essentielle. Et il y a de très très bonnes nouvelles aussi, parce que pas plus tard que cette semaine, j'ai été contactée par une entreprise niveau effectif autour d'une centaine de personnes quand même, et qui m'a appelé moi pour en savoir un peu plus sur le coaching emploi et pouvoir donner mes coordonnées. Alors bien sûr, ça s'arrête là, je ne sais pas de qui viendra, etc. si la personne vient, mais il y a une préoccupation de plus en plus, je trouve aussi quand même, sur comment on fait, parce qu'en fait, parfois, quand on ne fait pas, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Nous, on est là pour vous donner quelques pistes du comment faire aussi. Voilà. Et pour les personnes qui sont coachées, alors oui, bien sûr, il y a toute la partie emploi, mais on travaille beaucoup sur reprendre confiance en soi, reprendre confiance dans ses compétences. Non, tout n'a pas été oublié. Non, la maladie n'a pas tout emporté. Non, au contraire, je suis là. Non. Et puis en plus, il y a une vraie exigence de qualité
la vie qu'on va avoir après. Et cette qualité, elle passe par le travail aussi. Et je dirais que revenir au travail, c'est aussi un point très important dans l'évolution de la guérison. Avoir un rôle social, à retrouver son rôle dans l'entreprise, c'est très important dans la guérison aussi. Il y a André qui demande si les ateliers sont possibles partout en France. Alors, chaque comité peut avoir mis en place des ateliers. Nous, on en a un certain nombre. Mais vous savez, il y a 134, hein, c'est ça, comité en France. Il y a un comité par département. Et en fait, je ne sais pas si la personne qui l'a fait. On ne t'entend pas, Lucille. Alors, je vais continuer. Si on m'entend là? Oui. Bon, très bien. Donc, 104 comités à travers la France. Alors, il y a plusieurs initiatives dans les comités, pas toujours les mêmes, hein. Nous, c'est vrai que le comité de Paris a le gros bénéfice d'avoir une équipe de 10 bénévoles coachs, qui sont des coachs professionnels, hein, qui ont une activité par ailleurs, et qui sont bénévoles pour la Ligue. Et du coup, ces ateliers qu'on a créés sont un peu autour du retour à l'emploi. Alors, on est Paris, ça veut dire qu'évidemment, on sert d'abord Paris, mais quand je dis d'abord, ce n'est pas tout à fait juste. On sert l'Île-de-France, parce qu'en Île-de-France, il n'y a pas forcément un comité qui puisse proposer ce coaching. Et puis, on est aussi contacté, parce que, heureusement, la communication est bonne, par des personnes qui, par exemple, là, il y en a une qui habite Saint-Malo, ben oui, on va la prendre et on fait visio. Une autre personne qui était plutôt autour de Lyon, ben oui, on va la prendre parce que son comité n'a pas la possibilité et nous dit aucun problème. C'est très bien qu'elle puisse être suivie, donc on fait ça en parfait accord avec les comités régionaux. Parce que nous, on est là, on sait que c'est un travail très important qu'on peut proposer, qu'on peut vraiment aider. Et donc, si on peut le faire pour d'autres qui ne sont pas strictement de Paris, ce n'est pas un souci. Voilà. Mais il y a quelques comités, et alors il y a des comités qui proposent beaucoup de soins support aussi, qui ont quelques ateliers aussi. Ça dépend des comités. Il n'y en a pas un qui fasse la même chose, hein, qui fait la même chose. Et alors, il n'y a aucun homme. Pardon? Il n'y a aucun homme dans les 13 bénévoles. Alors, il y avait, alors, dans la relation d'aide est très souvent féminine, un peu partout. Voilà. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, ce sont 10 à 11 femmes bénévoles. De même que nos sophrologues, ce sont des femmes, c'est vrai, voilà. C'est vrai aussi que les personnes qui nous demandent sont en grande majorité des femmes parce que c'est comme ça, une facilité peut-être de venir en parler. On a des hommes, hein, moi personnellement, avec ma casquette coach bénévole, j'ai accompagné déjà 3 hommes sur 3 ans, donc il y en a très peu. Mais oui, bien sûr, c'est les mêmes problématiques, même si ce n'est pas présenté de la même manière, ce sont les mêmes problématiques, bien entendu. Voilà. Il y a André qui demande si les comités communiquent auprès des entreprises, des équipérages, des dirigeants. Alors, non. Je coupe mon micro. Ah. Alors oui, c'est un oui, c'est ça. Les comités, je dirais, font ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que nous, à Paris, on est un gros comité. Ce n'est pas le cas de tous les comités. Comme disait Eliane, il y en a 104, un comité par département. Pour autant, il y a des comités tout petits, avec parfois un seul salarié qui va avoir moult casquettes, du secrétariat, de la comptabilité, voilà, enfin, beaucoup de choses. Et donc, il y a des comités qui n'ont pas les moyens, les ressources humaines et financières pour pouvoir rentrer en contact avec des entreprises, surtout si elles n'ont rien à leur proposer. Parce que Ligue Entreprise, c'est un dispositif qui est mis en place aujourd'hui dans 30 comités. Donc, à l'échelle des 104, c'est très peu. Ce qui fait que nous pouvons facilement intervenir en distanciel auprès d'un comité
qui ne propose pas le dispositif Ligue Entreprise, ou sinon, ça va être un comité limitrophe qui le propose et qui va pouvoir intervenir après accord du comité pour proposer des interventions. Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de comité qui vous le propose que vous ne pouvez pas en bénéficier. Ce serait quand même trop dommage. Il y a vraiment un grand besoin. Donc après, communiquer auprès des entreprises, il faut savoir pourquoi communiquer. C'est juste pour dire bonjour, on existe, ça ne sert à rien, surtout si il n'y a pas de service de coaching d'aide de retour à l'emploi. Ce qu'Eliane n'a pas précisé, c'est que tel quel, aussi complet, avec une équipe aussi importante et aussi structurée, nous sommes le seul comité de France qui propose ce coaching d'aide de retour à l'emploi tel qu'il est. Il peut y avoir parfois 1 ou 2 coachs, quelques ateliers par-ci, par-là, mais en soi, nous sommes le seul comité à avoir un dispositif aussi complet. Donc nous essayons effectivement de démarcher des entreprises, notamment celles qui ont signé la charte de l'INCa, ce qui suppose quand même qu'elles ont une appétence pour le sujet du cancer en entreprise. Pour autant, c'est extrêmement difficile d'arriver à les toucher parce que parfois on utilise beaucoup LinkedIn pour ça et souvent les coordonnées ne sont pas à jour. Les personnes ne sont pas forcément, une fois qu'on arrive à avoir les coordonnées, les personnes ne répondent pas forcément. En fait, si vous n'avez pas un contact déjà privilégié avec quelqu'un, si vous n'êtes pas coopté ou quelque chose comme ça, c'est très difficile d'arriver à les toucher. Donc en fait, aujourd'hui, nous, la chance que nous avons à Paris, c'est que ce sont les entreprises qui viennent vers nous avec un besoin. Très souvent, la porte d'entrée, c'est la prévention et la promotion des dépistages. Et lors d'une réunion de présentation de notre dispositif Ligue Entreprise, nous présentons également le retour à l'emploi. Et là, ça peut déboucher sur une intervention. Mais en soi, aujourd'hui, prospecter, ça ne donne rien. Il faut être très honnête, d'autant que nous ne pouvons prospecter qu'à Paris, puisque nous sommes le comité de Paris. Donc ça, déjà, il faut en avoir conscience. Tous les gros sièges sociaux aujourd'hui ne sont plus à Paris. Ça prend beaucoup de temps et malheureusement, les résultats ne sont pas là. Ligue Entreprise, c'est un dispositif qui existe depuis 2018. On n'a pas eu beaucoup de succès avec la prospection. En revanche, les entreprises qui viennent à nous, c'est qu'elles ont un besoin, parfois un petit peu dans l'urgence, lorsqu'un collaborateur a appris à son équipe ou à son manager qu'il avait un cancer. Et dans la précipitation, ils ne savent pas comment gérer cette situation. Donc là, effectivement, on peut intervenir. On peut mettre en place un groupe de parole, par exemple. C'est quelque chose qui a été fait en urgence dans une entreprise lors d'une annonce très dure auprès de l'équipe de la personne. Mais voilà, en fait, contacter des entreprises, c'est une chose. Faut-il encore avoir une offre adaptée et avoir des ressources humaines pour pouvoir proposer une action, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les comités, il faut bien en avoir conscience. Il y a des gros comités dans les grosses villes, bien sûr. Malheureusement, encore une fois, ce sont les plus petits comités, les plus petits départements qui en pâtissent. Mais voilà, il faut avoir une offre aussi qui correspond à la demande et c'est pas toujours chose aisée. Ça veut dire qu'à Paris, tu n'as pas de façon la structure pour répondre si tu avais trop de demandes, en fait. Ah non, c'est pas possible. Moi, j'interviens parce que je coordonne les soins de support, donc j'anime le jeu cancer et emploi, ici on en parlait. Je vais co-animer la conférence ou la webconférence avec Eliane. Pour autant, après, sur le jeu cancer et emploi, il y a 2 bénévoles, une qui est très à l'aise, l'autre un petit peu moins sur ce jeu-là. Mais dans tous les cas, non, je peux pas... j'ai pas du tout une équipe qui est formée pour, parce que les coachs ont aussi une activité professionnelle de coaching à côté. Puisque soit ils sont DRH, soit ils sont coachs professionnels et donc ils ont une activité à côté, puisque là, ça ne reste que du bénévolat chez nous. Donc, je ne serai de toute façon pas en capacité de pouvoir répondre à plus de demandes sur le retour à l'emploi et sur la prévention. Elles sont en entreprise, pas une fois par semaine, mais pas loin. Et pendant Octobre Rose, où il y a une très importante demande, là, pour Octobre Rose, pour le mois dernier, enfin, il y a 2 mois, elles ont eu 70 interventions. Sur le mois. Heureusement qu'il y a une équipe de 4 personnes et elles peuvent avoir du renfort avec des services sanitaires parce que sinon on ne serait pas en capacité de le faire. Mais voilà, il faut avoir les ressources humaines, ça il faut en avoir bien conscience. Ouais. C'est payant les interventions en entreprise ? Oui, nos interventions d'entreprise sont payantes effectivement
parce qu'aujourd'hui, on est sur des sujets tellement importants que les entreprises peuvent mettre la main à la poche. On est sur des budgets qui ne sont pas incohérents, puisque, par exemple, pour de la prévention, il y a 2 personnes salariées qui se déplacent systématiquement. Il y a 1 à 2 services sanitaires, il y a de la coordination derrière, il y a des rendez-vous, il y a du matériel. Donc, par exemple, sur un atelier de 2 heures, on va être à 350 € l'intervention. Sachant qu'il faut se rendre sur place. Voilà, il y a du montage, du démontage. Donc, en général, une intervention, c'est 3 heures. Puisqu'il y a quand même une grande... Donc c'est pas une question de coût, c'est pas non plus. Non, c'est pas, on n'est pas sur. De toute façon, nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une association, donc on ne peut pas faire de chiffre d'affaires, donc on est vraiment au coût de revient. Ok. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Il nous reste quelques minutes. Ça n'a pas l'air, hein. C'était clair. Oui. Si vous le souhaitez, hein, vous pouvez contacter Eliane et Lucille à la fois pour de la prévention, mais aussi hein, si vous voulez être bénévole et rejoindre l'équipe, je ne sais pas si vous êtes coach, sophrologue ou expert RH et que vous souhaitez participer aussi à l'accompagnement des personnes en retour à l'emploi. Il y a Anne-Laure qui demande si vous êtes les seuls à couvrir ce sujet. Je verrai. Alors, quel sujet? Le sujet du coaching retour à l'emploi? Le sujet de la prévention du cancer en entreprise en général. Je te repasse la parole à moi. Non, vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres associations et il y a aussi des entreprises privées qui le font aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question, les RH, alors, les former, c'est une chose, mais encore faut-il qu'ils aient du temps, puisque nous proposons une formation des managers. Il y en a une demain, qui aura lieu demain dans une clinique. Faut-il encore pouvoir mobiliser des managers? C'est eux qui ont une équipe et donc qui vont être le plus à même d'être touchés par cette thématique-là. Et arriver à toucher des managers, c'est très compliqué, puisque malheureusement, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Et une formation, ça se fait pas en 2 heures. Donc, c'est au moins un atelier de 3 heures, voire une formation sur une journée. Et on ne fait pas de formation pour 2 managers, c'est au moins une équipe de 10 personnes. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères et malheureusement, pour les entreprises, c'est très compliqué à mettre en place. Et nous, comment dire, lorsqu'on met en place une intervention avec le service de retour, une intervention en prévention et promotion des dépistages, très souvent, notre interlocuteur dans une entreprise, ça va être le service de santé au travail, ça va être une infirmière, ça va être un médecin, ça va être un psychologue. Donc, eux sont évidemment formés à ce sujet-là. C'est eux qui vont porter les messages de prévention au sein de l'entreprise durant toute l'année. Et en général, la demande vient d'eux. Les RH, on va plus être sur l'aspect retour à l'emploi, coaching. C'est eux qui vont être plus demandeurs, en fait, d'une de nos interventions. Pour autant, si ce n'est pas porté par des managers plus hauts, par des directeurs, on voit bien nos interventions ont un petit peu moins de succès que la prévention. Donc malheureusement, c'est pas simple, mais on fait beaucoup on y travaille très durement. Bon, après, quand tu dis les entreprises, c'est compliqué, en fait, c'est juste une question de priorité. Hein. Bien sûr, ça, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, depuis le Covid, on l'a remarqué, on a beaucoup plus de demandes. La santé en entreprise, c'est vraiment devenu un sujet social et sociétal. Les entreprises prennent vraiment ce sujet à bras le corps. Il y avait des entreprises qui maintenant organisent systématiquement des campagnes de vaccination pour la grippe, pour le Covid. Enfin, voilà, il y a beaucoup plus de choses qui se font. Elles n'attendent plus forcément non plus de se retrouver face à un collaborateur qui a un cancer pour pouvoir organiser un atelier de prévention, que ce soit une formation de manager ou le serious game. Ils n'attendent plus de se retrouver pieds et poings liés. Ça peut être, par exemple, lors de la semaine européenne du handicap, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Enfin, on est beaucoup plus sollicité sur ces sujets-là depuis le Covid. Donc, c'est quand même une bonne chose. On voit que les choses bougent.
Alors, je mets 2-3 noms quand même de boîtes qui peuvent accompagner. Connaissez des associations qui gèrent l'accompagnement de l'équipe qui a eu un collègue atteint de cancer anaérobique? Quelle sociale? Euh, Je ne connaissais pas. Ça, c'est quelque chose qui éventuellement, nous, Madame Beck, quelque chose que nous, éventuellement, nous pouvons faire. Il faut rentrer en contact avec nous. Ça a été le cas lors de l'annonce d'un cancer d'un collaborateur auprès de toute son équipe qui a annoncé en fait son décès. Ça a été terrible. Et donc, il a fallu récupérer l'équipe qui était très proche en fait de leur manager. Et donc, nous avons organisé en moins de 24 heures un groupe de parole avec notre psychologue qui a très bien fonctionné. C'est le service QVT qui nous a contactés. Et ça s'est très bien fait. Les collaborateurs en ont été très satisfaits. Ils ont continué ensuite ce suivi auprès de la personne qui nous avait contactés. Mais donc, c'est quelque chose qui est possible, effectivement, d'organiser un groupe de parole. Donc, c'est une intervention qui sera payante directement auprès de notre psychologue. Ça ne passera pas par nous, mais c'est quelque chose qui est possible d'organiser un groupe de parole, peut-être sur une ou deux fois. Si, en revanche, ce collaborateur est décédé, il y a une association qui s'appelle Le Lien Psy, qui est un petit peu spécialisée dans les personnes endeuillées. Donc peut-être qu'elle pourrait vous proposer une intervention en entreprise. Si la personne est décédée, puisque nous, le deuil, la gestion du deuil, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, c'est pas quelque chose que propose notre psychologue. Donc si la personne est encore là, elle a simplement annoncé à son équipe qu'elle avait un cancer, mais qu'il y a besoin, il y a un besoin auprès des collaborateurs de discuter, d'échanger, parce qu'on sent qu'il y a un mal-être, c'est quelque chose qui est possible. En revanche, si le collaborateur est déjà parti, il y a une association, comme je le disais, qui s'appelle Le Lien Psy. Ils sont à Paris. Le Lien Psy, qui organise notamment des groupes de parole pour les proches de personnes endeuillées. Peut-être qu'elle pourrait organiser quelque chose au sein d'une entreprise pour une équipe. Merci Lucille, merci Eliane. Avec plaisir. Merci. Merci Jessica. Bonne journée à tous. Merci. Très bonne journée à tous. Merci Au revoir. beaucoup. Et ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRH Line d'ici vendredi. Oui. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Bravo.